Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Manon Garcia. Bonjour. Vous êtes philosophe, vous enseignez à l'université de Yale aux États-Unis et vous publiez un ouvrage extrêmement ambitieux, La conversation des sexes, philosophie du consentement aux éditions Climat. Vous êtes une connaisseuse de l'œuvre de Simone de Beauvoir, dont la pensée traversait votre premier livre, On ne naît pas soumise, on le devient. Vous retracez donc l'archéologie du terme de consentement, vous expliquez à quel point celui-ci est problématique. Vous passez par la philosophie politique, par la signification de ce terme dans la pensée libérale. Vous illustrez par l'exemple du BDSM, d'une forme de sadomasochisme. On reviendra là-dessus. Et aujourd'hui, l'actualité qui est à la une de tous les journaux, comme on peut le voir dans ce studio où la presse est là, c'est bien entendu le rapport Sauvé sur les violences perpétrées au sein de l'Église catholique. Et j'aurais aimé avoir votre regard, Manon Garcia, sur ce rapport Sauvé et plus généralement sur ce qu'il dévoile. C'est difficile de dire quelque chose d'autre que la consternation, la tristesse. Je pense que, bon, pour voir les choses de manière optimiste, on peut penser que c'est bien, qu'enfin on voit ce qui s'est passé, qu'enfin on ait ces chiffres atroces, de 216 000 mineurs, ça paraît vraiment énorme. Et en même temps, bon, les chercheuses et les chercheurs en théorie féministe ont montré depuis longtemps la réalité de la pédocriminalité, la façon dont les enfants ont été un peu les grands absents des discussions sur les violences sexuelles. Je pense que ça a changé récemment avec le MeToo inceste, mais voilà, ça fait partie d'un changement de grande ampleur où voilà, on prend conscience de ces violences, de la nécessité qu'elles s'arrêtent. Mais bon, aujourd'hui, je pense quand même que il n'y a rien d'autre à dire que l'immense tristesse et la colère de voir tous ces enfants qui ont été victimes d'abus atroces. Voilà. C'est ce qu'il y a de terrible. Lorsqu'on reprend votre ouvrage, Manon Garcia, il est question assez largement de philosophie morale notamment. Et vous réemployez Emmanuel Kant, vous revisitez Rousseau, et là on voit que ces personnes, donc là en l'occurrence les prêtres qui sont censés être détenteurs d'une norme, d'une morale, et en l'occurrence aussi d'une morale sexuelle, puisque l'Église a été bien entendu décisive dans la construction de l'Occident pour édifier cette morale sexuelle, ont commis ce qui passe aujourd'hui probablement pour l'un des pires crimes que l'on puisse commettre vis-à-vis d'un enfant. Oui, disons que pour moi, cette question des abus sexuels dans l'Église a peu à voir avec le consentement, puisque par définition, on ne peut pas consentir quand on est un mineur à avoir un rapport sexuel en particulier avec un majeur détenteur d'autorité, détenteur de magistère moral. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de consentement possible. Mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de proposer une approche de philosophe et de philosophe morale, donc au sens où la philosophie morale s'intéresse à la valeur de nos actions, qu'est-ce qui fait qu'une action est bonne, qu'est-ce qui fait qu'une action est autorisée ou légitime ou permissible en fonction du terme qu'on choisit d'utiliser. Et c'est vrai que là, c'est très intéressant parce que il y a une contradiction très forte entre ce magistère moral et des actions qui sont très clairement interdites. Parmi les différents commentaires, puisque les journaux, bien sûr, reviennent longuement sur ce rapport Sauvé, il est question notamment de considérer que l'Église, c'est finalement peut-être le pire du patriarcat. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ce commentaire, Manon Garcia? Je ne sais pas si l'Église, ce serait le pire du patriarcat. Je suis toujours un peu sceptique devant ce type de hiérarchisation. En plus, normalement, les prêtres et leurs ouailles ne vivent pas ensemble. Or, il me semble que c'est tout de même
un des aspects très importants de la domination patriarcale qu'a soulevé Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, qui est que l'oppression des femmes a comme très, très fort et qui explique beaucoup de choses, que les femmes souvent aiment leurs oppresseurs et vivent avec leurs oppresseurs. Et par conséquent, l'Église, évidemment, a soutenu le patriarcat pendant très longtemps et en a été un bras armé d'une certaine manière. Mais je ne suis pas sûre qu'on pourrait dire que l'Église soit ce qu'il y a de pire dans le patriarcat. Dans les faits qui ont été commis. Vous expliquez, Manon Garcia, dans La conversation des sexes, le livre que vous publiez aux éditions Climat, que le mot de consentement, qui semble être un mot a priori univoque, est en réalité beaucoup plus compliqué. Expliquez-nous pourquoi ce terme doit être problématisé selon vous. Voilà, donc effectivement, à la suite de MeToo, de l'affaire Weinstein, ce terme, ce concept ou cette notion, disons, de consentement s'est popularisé. On y a vu une espèce de Graal, un sésame de l'égalité homme-femme. Et de fait, la théorie féministe et les philosophes parlaient de ce concept depuis longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble qu'on a une vision un peu trop simple de ce que c'est que le consentement, c'est-à-dire que il y a ce point de vue consistant à dire le consentement, c'est ce qui sépare le sexe du viol. Donc, comme si finalement le viol, c'était sexe moins consentement. Bon, on voit bien que c'est plus compliqué que ça, parce que, par exemple, vous ne considérez pas qu'un vol, c'est un don moins le consentement. Donc, on pense bien qu'il y a quelque chose de spécifique dans le viol par opposition au sexe, que le consentement ne suffit pas à définir. Et surtout, voilà, on a eu cette idée de dire, est-ce que consentir, c'est ne pas dire non, ou est-ce que consentir, c'est dire oui? Mais sauf qu'en fait, moi, ce que je veux montrer, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que choisir, qu'est-ce que c'est que choisir un rapport sexuel? Qu'est-ce que c'est qu'accepter un rapport sexuel? Ça demande une analyse précise, philosophique, et appuyée sur des cas particuliers qu'on analyse en détail. Le terme de consentement pose problème. Le terme, dites-vous aussi, de non-consentement n'est pas aussi univoque qu'il y paraît. Expliquez-nous pourquoi, Manon Garcia. Il me semble qu'il faut distinguer, par exemple, le fait de refuser et le fait de ne pas accepter ou le fait de ne pas choisir. On voit bien intuitivement que ça n'est pas la même chose d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un qui nous force, que ce soit par la force physique ou par du chantage très appuyé. Voilà, on lit beaucoup de témoignages de femmes qui racontent leurs compagnons qui les empêchent de dormir jusqu'à ce qu'elles cèdent, qui les contraignent par des chantages incessants, etc. Bon, ben, ce n'est pas la même chose de refuser de refuser et d'y être contraint que de ne pas choisir, de se dire bon bah après tout il a fait des efforts, après tout, et si je passais pour une allumeuse, et donc on voit qu'il y a tout un continuum, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire qu'en réalité, il y a un continuum entre le meilleur sexe et le pire viol. Et qu'on a eu tendance à penser, OK, le viol, c'est dans un parking, la nuit, un homme fou avec un couteau, et le sexe, c'est on s'aime, on se connaît, on se respecte, on fait du sexe. Mais en réalité, ces deux cas sont très loin de la majorité des expériences sexuelles que font les gens. Et en fait, la majorité des expériences sexuelles que font les gens se trouvent entre ces deux pôles-là. Et ce qui m'intéresse, c'est, en tant que philosophe moral, comment on réussit à évaluer tous ces rapports qui sont entre ces deux pôles. Alors, l'Espagne, aujourd'hui, veut avoir une législation extrêmement précise contre le viol avec l'obligation d'un consentement explicite. Est-ce que, par exemple, le fait de dire oui lorsqu'il y a ce mot prononcé, est-ce que c'est une manière, justement, de résoudre ce problème du consentement, Manon Garcia? D'une certaine manière, c'est une avancée législative de considérer que le consentement doit être verbal et affirmé et communiqué clairement. Moi, je suis assez convaincue par ça.
Mais ce qui est compliqué, c'est que je ne suis pas sûre que la question soit uniquement légale. Et qu'on voit très bien comment, lorsque vous dites oui, il y a plein de façons de dire oui. Et que on se dit toujours, ah oui, le oui, c'est un oui enthousiaste, etc. Mais est-ce que vraiment il faut dire oui de manière enthousiaste? Est-ce que c'est la seule façon pour qu'un rapport sexuel soit légalement valide? Moi, je ne suis pas sûre, parce que, par exemple, on peut imaginer qu'on soit dans une relation avec quelqu'un et que on se dise, bah, pourquoi pas, t'as envie, très bien. Ce soir, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que derrière ces interactions entre individus, il y a des normes de genre, il y a une structure sociale inégalitaire. Et que sur le plan moral, il n'y a pas de raison que ce soit pas possible d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un parce que l'autre a envie. Le problème, c'est que les femmes sont socialisées à mettre le désir des hommes devant le leur et par conséquent à avoir des rapports sexuels dont elles n'ont pas envie de manière répétée, alors que les hommes n'ont pas de rapports sexuels dont ils n'ont pas envie de manière répétée. Ce que les femmes appellent, moi j'aime bien cette anecdote, le sexe par politesse. Mon expérience, c'est que les femmes à qui on parle de sexe par politesse voient très bien à quoi on fait référence, alors que les hommes voient pas très bien, ils disent comment ça, ben moi, ou bien j'ai envie, ou bien j'ai pas envie, mais je n'ai pas de rapport sexuel par politesse. Donc moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, oui, c'est très bien de changer les normes légales autour du consentement, moi j'y suis favorable, mais je pense qu'il faut une réflexion plus ample qu'une réflexion simplement légale. Manon Garcia, justement, je voulais vous faire entendre un extrait du podcast sur France Culture, Laissez parler les femmes. Il s'agit d'un cours d'éducation sexuelle au collège de Ville-la-Grande auprès d'une classe de 3e. Écoutez. L'ambiance devient très vite chaude et Marc a une pulsion d'excitation. Il dit à Magali d'aller dans la chambre des parents. Il commence à déshabiller Magali. Ce qui lui déplaît, elle n'ose pas lui dire. Elle le repousse légèrement, mais il insiste. Magali finit par céder et se laisse faire. Il gang, elle lui fait une fellation, ce qui lui plut énormément. Donc à Marc. Les deux poussent des cris de chat. 2 semaines plus tard, elle découvre qu'elle est enceinte. Qu'est-ce que du coup vous pouvez en dire de toutes ces pratiques-là, de cette manière d'être ensemble? Angie t'a dit, du coup, c'était du viol. Alors quel scénario pour toi? Genre, elle a dit qu'elle voulait pas de base, mais que lui, il a insisté. Ah bah c'est le dernier viol. Là du coup, tu emploies le mot de viol. Comment on appelle quand on veut pas quelque chose? Et que du coup, alors ça peut être une agression sexuelle, effectivement. Qu'est-ce qu'on attend d'une jeune fille ou d'un jeune garçon? Comment est-ce qu'on dit oui? Le mot pour dire oui, c'est quoi? Le consentement. Très bien, le consentement. Est-ce que si elle le repousse légèrement, ça veut dire non? Oui, bah, à peu près. Ok, non, mais complètement. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Marc, du coup? Arrêter, lui demander si elle était prête, si elle voulait le faire quand même. Ok, si elle demandait si elle était prête. Exemple. Là, vous avez marqué, il insiste. Magali finit par céder et par se laisser faire. Est-ce que vous pensez qu'on peut du coup parler de viol alors? Donc pour vous c'est un viol. Et vous avez complètement raison. Du moment qu'il n'y a pas de consentement, quelle que soit la pratique, que ce soit une fellation, un viol c'est une pénétration. Hein. Donc pénétration, ça peut être vaginal, ça peut être dans la bouche, ça peut être anal. Du moment que c'est une pénétration, on considère que c'est un viol. Donc là effectivement, dans cette partie-là, on peut dire que Magali a été violée par Marc. Un extrait du podcast Laissez parler les femmes que l'on retrouve bien sûr sur l'appli Radio France et sur le site de France Culture. Votre réaction, Manon Garcia, vous qui publiez La conversation des sexes aux éditions Climat. Je trouve cet extrait très intéressant, d'abord sur ce qu'il dit, sur le changement quand même historique qui est en train de se produire. Je pense qu'on a tendance à oublier que pendant extrêmement longtemps, le viol a été pénalisé comme une affaire d'homme. C'est-à-dire que ce qui était problématique dans le viol, c'était que votre femme risquait de tomber enceinte d'un autre homme et que du coup, vous risquiez de léguer votre patrimoine à des enfants qui n'étaient pas le vôtre. Mais
ça n'était pas vu comme un problème au nom de la violation de la femme en question. Et que, par conséquent, c'est une avancée très grande pour les femmes que leur désir, leur plaisir, leur choix ait été pris en compte dans la sexualité. Aujourd'hui, ça nous paraît évident, mais il faut quand même replacer ça dans un contexte historique plus large. C'est très récent qu'on s'intéresse à ce que veulent les femmes dans la chambre à coucher. Et moi, ça m'émeut de me dire que les jeunes gens sont éduqués au consentement, à la sexualité, à comprendre que comme dit la grande anthropologue Nicole Collot-Mathieu, céder n'est pas consentir. Mais dans ce cas, ce que je trouve intéressant, c'est que cette éducatrice utilise le terme de viol d'une manière qui ne serait pas reconnue dans les tribunaux. C'est-à-dire que là, il n'y a pas viol au sens légal. Et ça, il me semble que c'est très intéressant sur ce que c'est que la définition légale, pénale du viol et ce que c'est que le consentement. Vous revenez effectivement longuement là-dessus dans la conversation des sexes, Manon Garcia. Pourquoi faut-il faire, selon vous, un distinguo entre donc, cette définition légale et cette définition morale du viol? Parce que il y a des impératifs du code pénal qui sont des impératifs de clarté, d'égalité des justiciables, etc., de preuve de comment on établit un élément moral, un élément matériel, un élément légal pour établir une infraction, et qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas tomber sous le coup de la loi, mais qui tombent, on pourrait dire, sous le coup de la morale. C'est-à-dire qu'il est normal qu'il y ait des choses qui nous semblent moralement mauvaise, mais que nous ne puissions pas nécessairement légiférer dessus. Et c'est ça qui me semble intéressant dans la distinction entre le non-consentement et le viol, sur la question de savoir comment on doit établir le consentement de manière légale et établir le consentement de manière morale. Mais c'est vrai que c'est quand même important de rappeler que ce que dit cette éducatrice, c'est une conception du viol qui est une conception morale et non légale. Manon Garcia, La conversation des sexes, philosophie du consentement, c'est aux éditions Climat. Et je dois dire que votre livre est dans la présélection du nouveau prix de l'essai Et maintenant, cofondé entre France Culture et Arte, qui sera remis donc le 29 novembre à l'occasion de notre nouveau festival des idées France Culture Arte. Et on vous retrouve dans une vingtaine de minutes, Manon Garcia, pour évoquer à la fois cette conversation des sexes, pour voir aussi, puisque vous êtes enseignante en philosophie à l'université de Yale aux États-Unis, évoquer la manière dont on perçoit ces questions-là et plus généralement la manière dont la scène philosophique s'empare de ces questions aux États-Unis. 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. Et nous retrouvons notre invitée, la philosophe Manon Garcia. Vous enseignez à l'université de Yale aux États-Unis. Vous publiez La conversation des sexes, philosophie du consentement aux éditions Climat. Vous élaborez une nouvelle définition du consentement. Vous réélaborez ce terme et vous dites notamment, si face à toutes les réserves que l'on peut avoir face au vocabulaire du consentement, il continue d'être tant utilisé, ce terme, c'est précisément parce qu'il contient quelque chose comme la promesse d'un érotisme entre égaux où les consentements s'échangent plus qu'ils ne se donnent unilatéralement. Mais s'agit-il d'un érotisme entre égaux ou bien faut-il faire une différence entre les hommes et les femmes, essentialiser cette différence sur le plan politique? Peut-être pour la première fois, la question va se poser en France de manière affichée et revendiquée. On écoute Éric Zemmour, lequel, s'il se présentait à la présidence de la République, pourrait incarner une forme de parti masculiniste. Je tiens, vous savez, un discours contre-féministe. Je pense que les féministes ont tort, parce que le féminisme, c'est l'indifférenciation. Moi, je pense qu'il y a des sexes, le masculin et le féminin. Le féminisme pense qu'il n'y en a pas. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir. On n'est pas femme, on le devient. Je pense que c'est faux. On est femme et on le devient parce qu'on est. Mais alors ça m'intéresse. Ça, c'est ça. Deuxième chose. Attendez, si vous voulez, mais je finis. Donc, évidemment que les femmes ont le droit de faire tous les métiers possibles. Elles ont d'ailleurs toujours travaillé. Simplement, il y avait une répartition des tâches qui était permise par la technologie de l'époque. L'intérieur pour les femmes, l'extérieur pour les hommes. La voix d'Éric Zemmour. Votre réaction, Manon Garcia?
il a très mal lu Simone de Beauvoir. C'est pas du tout... Enfin, on n'est pas femme, on le devient. C'est dire que ça veut dire qu'il n'y a pas de sexe. Enfin, au contraire, moi, ce qui m'intéresse avec Simone de Beauvoir, c'est la façon dont elle prend au sérieux le corps des femmes, la différence, l'existence de différences biologiques et en même temps la revendication que en dépit de ces différences biologiques, nous sommes des humains qui vivons des existences comme des humains vivent des existences et que ensuite ces humains sont situés socialement, sont situés par leur corps, sont situés par beaucoup de choses. Je pense que bon, Éric Zemmour, il dit un peu n'importe quoi sur Beauvoir et sur cette question de la différence des sexes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment la différence des sexes en tant qu'elle est codée socialement. C'est-à-dire qu'au fond, se dire est-ce que les hommes et les femmes sont différents, c'est un peu comme ce que dit Rousseau sur la nature humaine quand il dit en fait on ne peut pas savoir s'il y a une nature humaine parce que c'est comme une statue sur laquelle il a tellement plu, qu'elle est tellement creusée par la pluie qu'on ne voit plus rien. Donc savoir s'il y a une différence de nature entre les hommes et les femmes, d'une certaine manière, je pense que c'est une question qu'il ne vaut même pas la peine de se poser parce qu'on ne peut pas y répondre. La question, c'est de dire, nous vivons dans une société, c'est ce que dit Beauvoir d'ailleurs dans Le Deuxième sexe, elle dit quand on marche dans la rue, on voit des hommes et on voit des femmes. Aujourd'hui, on peut dire qu'on voit aussi des personnes non binaires, mais la question, c'est comment le fait qu'il y ait des hommes et des femmes modifie nos existences, organise nos existences et nos expériences de vie. Et moi, ce que j'essaye de montrer, en effet, c'est que le concept de consentement nous aide à faire une distinction entre le sexe qui est moralement acceptable et le sexe qui est moralement non acceptable, mais aussi nous aide à poser la question de ce que c'est que du sexe moralement bon. Et que c'est pas la même chose, en fait, du sexe qui est pas interdit et du sexe qui est bon. Et je pense que sur le plan moral, la sexualité fait partie de nos existences. C'est peut-être une des expériences qui peut être les plus épanouissantes de nos existences. Et donc la question, c'est de se demander qu'est-ce que c'est qu'avoir de bonnes relations sexuelles. Et il me semble que cette idée de la conversation, c'est justement de dire... On nous présente souvent le consentement au mieux comme une négociation, comme quelque chose un peu... Mais sauf que présenter le consentement comme une négociation, c'est présenter encore les rapports entre les sexes, si on parle de sexe hétérosexuel, comme une sorte de guerre larvée, ce qui est ce qu'on retrouvait déjà chez Rousseau. Mais donc c'est l'idée que les hommes voudraient du sexe, les femmes voudraient de l'amour, et que du coup, pour avoir de l'amour, les femmes accepteraient le sexe, et que les hommes, pour avoir du sexe, accepteraient de l'amour, mais que de toute façon, on serait essentiellement différents, qu'on ne voudrait pas les mêmes choses. Moi, au contraire, ce qui m'intéresse, c'est de dire ben non, en fait, il faut concevoir le sexe comme une conversation entre égaux qui nous permettent de nous connaître nous-mêmes et de traverser des belles choses. Mais alors, justement, si on reprend Rousseau, puisque donc dans votre livre « La conversation des sexes », Manon Garcia, vous revisitez un certain nombre d'auteurs classiques, dont Rousseau. Chez Rousseau, il y a une forme de tension. Il explique en substance que les femmes mesurent la quantité de tendresse qu'elles accordent aux hommes et que le monde tient dans cette sorte de tension, les hommes en voulant plus et les femmes tentant de mesurer cette quantité-là, cette conversation justement. Est-ce que la conversation entre égaux est compatible avec ce que dit Rousseau sur les rapports entre les sexes ? Ah non, c'est pas du tout compatible. Non, moi justement, ce qui m'intéresse, c'est de montrer... Bon, moi je suis une lectrice et une amatrice de Rousseau avec qui j'aime beaucoup être en désaccord, parce que je pense que c'est très stimulant intellectuellement. Mais la réalité, c'est que Rousseau a cette espèce d'image de femmes comme ayant du désir sexuel, etc. Mais que en fait, c'est un danger pour la société que les femmes aient du désir sexuel et que donc, ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est faire preuve de pudeur et que par conséquent il faut qu'elles aient un peu honte de ce désir mais que surtout elles laissent les hommes avoir la main et que ce soit toujours d'une certaine manière, c'est l'homme propose, la femme dispose ou le chasseur est la proie, c'est que l'homme doit être dans une activité, dans une conquête et les femmes doivent tout le temps monnayer la moindre attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le contraire, c'est de dire mais en fait
c'est pas vrai que les hommes ne veulent que du sexe, c'est pas vrai que les femmes ne veulent que de l'amour, c'est pas vrai non plus que le sexe c'est juste un rapport pénétratif de base, etc. La question c'est que tout le monde peut vouloir du sexe et ou de l'amour, et comment on a ce rapport-là ensemble de manière morale et de manière respectueuse, de manière enthousiasmante aussi. Mais alors, que faire là aussi de l'anthropologie? Alors là, en l'occurrence, Lévi-Strauss, que vous étudiez aussi dans votre ouvrage Manon Garcia, puisque pour Lévi-Strauss, en substance, beaucoup de sociétés reposent sur le fait que il y a une circulation des femmes qui est soumise donc au consentement des hommes, et que c'est ainsi que l'ordre social tient, ce qui signifie que là, dans une perspective du consentement tel que vous l'analyser, eh bien, il faudrait tourner la page de ce que Lévi-Strauss appelle l'ordre normal des sociétés. Ah, mais c'est sûr que c'est ce que je disais tout à l'heure. Parler du consentement et considérer que les hommes comme les femmes peuvent consentir et que le consentement des hommes compte et que le consentement des femmes compte, ça équivaut à complètement changer la façon dont les rapports entre les sexes ont organisé, ont traversé l'ordre social. C'est sûr que c'est une énorme révolution de prendre au sérieux les femmes dans la sexualité, de ne pas voir que ce ne sont que des rapports entre les hommes par la médiation des femmes. Ça revient à considérer, ce qui est extraordinaire et révolutionnaire, que les femmes sont des personnes. Et donc ça, c'est sûr que ça change beaucoup de choses et que ça n'est pas historiquement ce qui a été le cas. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de me dire, il y a eu ce grand changement. On change tout en disant qu'on est égaux. Comment on pense la société maintenant? Comment on pense le sexe? Comment on pense l'amour? Mais alors, dans la galanterie, puisque là aussi, vous l'évoquez, Manon Garcia, les femmes sont des personnes. Plus ou moins. Elles sont des personnes, mais de statut inférieur. Et c'est ça qui est... quand on est une lectrice de Rousseau, c'est une expérience très spéciale. C'est-à-dire que moi, je lis le discours sur l'inégalité, je lis le contrat social, je lis Émile et je me dis « Ah, mais oui, on y va ». Et tout d'un coup, j'arrive à la fin d'Émile et on me dit « Ah non, mais tout ça, c'est pas pour toi par contre. Le citoyen, tout ça, c'est pas pour toi. Toi, ce que tu dois faire, c'est attendre à côté du citoyen et être à sa disposition tout en le faisant de façon un peu pudique. Et je pense que c'est quand même un problème de réfléchir, et ça c'est quand même un des apports de la philosophie féministe, que de se dire, alors, est-ce que ça tient Rousseau si on considère que les femmes sont des personnes? Est-ce que ça tient toujours? Est-ce que le contrat social... Moi, le contrat social, c'est un livre que j'aime vraiment profondément, mais est-ce que ça tient? Est-ce que, dans quelle mesure, c'est essentiel à sa pensée que les femmes soient exclues du contrat social? Donc, voilà, c'est... Je vous en prie. Non, mais c'est ça la question, d'une certaine manière, c'est de se dire comment on repense tout l'ordre social si on considère que les femmes sont des personnes, parce qu'elles ne sont pas des personnes à part entière chez Rousseau. Mais alors, lorsqu'on dit par exemple qu'il y a une tradition française, et là c'est intéressant aussi d'avoir votre regard d'enseignante aux États-Unis, puisque vous enseignez la philosophie à Yale, il y a aussi une perspective, alors peut-être une facilité, j'en sais rien, mais qui consiste à dire que la tradition française est autre. Il y a quelques romans où c'est la femme qui dispose, je veux dire, les liaisons dangereuses, la femme qui domine, c'est Madame de Merteuil, vous n'avez pas l'air d'être d'accord. Et chez Maupassant, il y a des scènes où la société est là aussi dominée par des femmes qui apportent ou non leur faveur à des hommes. Est-ce qu'on a affaire à une tradition française différente, ou est-ce que c'est une autre manière d'habiller le patriarcat? C'est sûr que je pense que pour nous, Français, cette question du consentement, elle est troublante, parce que le consentement est aussi un concept central de ce qu'on appelle maintenant la galanterie à la française, donc de cette idée des rapports entre les sexes hérités du XVIIIe siècle, et que donc il y a une sorte d'opposition entre le consentement compris comme les femmes qui finissent par céder aux attaques des hommes, qui acceptent d'être importunés, etc. Donc un consentement qui est profondément inégalitaire, et le consentement tel qu'il est hérité de la tradition libérale et anglophone en tout cas,
qui consiste à voir le consentement entre des individus égaux. Et que nous, dans la sexualité, on essaye de penser le consentement à la frontière de ces deux conceptions radicalement différentes du consentement. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que je vois bien que dans les conversations sur le consentement, en France en particulier, il y a cette terreur qu'on importerait quelque chose des États-Unis qui assècherait le sexe, qui assècherait l'amour, qui rendrait les rapports contractuels. Et j'ai, dans les recherches que j'ai faites pour ce livre, j'ai été très amusée de trouver que dans Le Voyage au bout de la nuit en 1932, Céline disait déjà le puritanisme anglo-saxon nous dessèche, il a réduit à rien la gaudriole impromptue des arrière-boutiques. Et je trouve ça très drôle qu'en 1932, on s'inquiète déjà du fait que les anglo-saxons nous empêcheraient de coucher ensemble joyeusement comme on le fait en France. Ben oui, parce que, évidemment, alors on se dit, et vous qui vivez aux États-Unis, vous avez certainement un regard là-dessus. On se dit finalement qu'une manière de résoudre la question du consentement, c'est d'avoir des rendez-vous, des dates qui soient extrêmement codifiés, avec le café, avec le fait de savoir qui paye l'addition, puisque le fait de la partager ou non serait synonyme d'un accord ou pas. Bref, cette société-là, est-ce qu'elle résout finalement la question du consentement, ou n'est-ce pas d'ailleurs son but, puisque... Alors, je crois d'une part que c'est beaucoup moins clair et codifié que ce qu'on imagine ici. Et je pense surtout que la réalité, c'est que c'est compliqué, c'est gris partout, et qu'il n'y a pas, les Américains n'ont pas plus que nous trouvé de solutions. Je pense qu'ils essayent. Moi, il se trouve qu'une de mes responsabilités à Harvard a été de travailler avec les étudiants, d'être la référente consentement et relations sexuelles. Donc, c'était intéressant de discuter de ça avec les étudiants. C'est sûr qu'il y a une conception plus précise de ce que c'est que le consentement, mais je pense qu'au fond, personne n'a trouvé de solution. S'il y avait une solution claire et très facile, on serait tous sauvés. Mais comme tout le reste des choses de l'existence humaine qui comptent beaucoup, c'est compliqué. Il faut travailler, il faut converser, il faut apprendre à se connaître. Moi, une chose que je pense très importante et que des sociologues américains ont mis en évidence, c'est le fait que nous sommes mauvais sur notre conception de notre rapport au sexe. Parce que, donc il y a cette idée, ils parlent de projet sexuel. Ils disent en fait... il y a plein de raisons de faire du sexe avec d'autres gens. Et on peut le faire pour du plaisir, on peut le faire par amour, mais on peut aussi avoir des rapports sexuels par narcissisme ou par volonté de faire partie d'un groupe. Mais la question, c'est... Ou sans le savoir, comme vous le dites, puisque parfois on ne sait pas pourquoi on désire quelque chose. Voilà. Et la question, c'est comment... C'est de connaître de se connaître soi-même. Voilà, c'est un peu bateau quand on est philosophe de dire « connais-toi toi-même », mais c'est vrai, de se connaître soi-même dans son rapport à la sexualité, à son plaisir, à son désir, et que c'est pour ça que moi je propose cette idée de conversation des sexes, parce que je pense qu'on acquiert une connaissance de soi dans le rapport à l'autre dans la sexualité, et que cette connaissance de soi, elle est crucial pour un monde plus égalitaire et plus enthousiasmant. Mais alors, là aussi, si on continue à prendre des solutions que vous examinez dans la conversation des sexes, le livre que vous publiez chez Climat, Manon Garcia, il y a la solution du BDSM, donc une forme de sadomasochisme, où là, il y a des contrats. Alors, des contrats particulièrement précis, mais n'est-ce pas paradoxal de considérer que ce peut être la solution, alors même que là, la domination de l'un au détriment de l'autre est consubstantielle au projet? Alors, c'est une question extrêmement compliquée, le BDSM, parce que il y a eu des débats théoriques extrêmement importants, et que je pense qu'il y a différentes formes de BDSM. Que je pense que le BDSM non hétérosexuel a des vocations et un intérêt à modifier notre conception des rapports de pouvoir, à les rejouer. Mais sur la question du contrat, ce que je trouve très intéressant dans le BDSM, c'est que ce sont des gens qui veulent avoir des pratiques sexuelles dangereuses et qui veulent pouvoir explorer
les aspects les plus sombres de nos désirs, de nos plaisirs, etc. Et qui se disent comment faire pour faire ça en limitant les risques. Comment faire les choses les plus risquées sans prendre le maximum de risques. Et que donc, ils sont constamment, c'est une communauté qui est constamment, depuis des décennies, en train de réfléchir à quelles normes il faut qu'on mette en place pour que les risques ne soient pas trop élevés. Et ça, je trouve que c'est très important pour tout le monde parce que, fondamentalement, la sexualité, c'est quelque chose de risqué. On risque de souffrir beaucoup physiquement, psychologiquement, etc. Et en même temps, on pense que c'est quelque chose de crucial, notre liberté d'explorer ce continent-là de notre être, de notre existence. Et donc, c'est ce que c'est cette distinction entre être protégé d'eux et libre d'explorer d'autres choses. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de dire, ben voilà, le BDSM, c'est un endroit où, comme ils ont des pratiques particulièrement violentes, dangereuses, etc. Ils se posent sans cesse la question et il y a une discussion à l'échelle de la communauté sur ce que c'est que le consentement, qui est responsable s'il y a des cas d'agression sexuelle, qui est responsable, comment la communauté peut s'organiser pour faire en sorte qu'elle n'ait plus lieu. Donc c'est comme une sorte de loupe qui nous permet de regarder des problèmes qui sont dans toutes les formes de sexualité, mais qui sont particulièrement violemment posés. Je continue dans les rapports de domination, Manon Garcia, et il y a un livre qui vient de sortir en France et qui raconte une histoire d'amour, c'est une histoire vraie, entre un président de la République très âgé, plus de 70 ans, et une jeune étudiante. Autrement dit, une situation où on a véritablement affaire à une asymétrie sociale. Votre point de vue, est-ce qu'il peut y avoir consentement lorsque l'asymétrie sociale est telle, et il y a évidemment des épisodes moins extrêmes qui sont dans l'actualité ou pas, ou dans nos vies. J'aurais aimé savoir ce que vous en pensiez. Je pense que c'est une question de ce qu'on entend par consentement. Sur le plan légal, il n'y a pas de doute que si la personne est majeure et qu'elle le choisit, elle peut consentir à ce type de relation. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est sur le plan moral. Est-ce que c'est un consentement plein? Est-ce que, dans quelle mesure la situation sociale des protagonistes amoindrit la réalité du choix? Et là, c'est très compliqué parce que, évidemment, on imagine bien qu'une fille de 20 ans, et elle le raconte très bien, d'après ce que j'ai compris dans le livre, qu'elle est fascinée par lui, qu'elle vient d'une famille de droite, qu'elle se sent de gauche, qu'il est une espèce de messie pour elle, qu'elle passe des années à aller dans tous ses déplacements pour essayer de glaner un mot de lui. Donc, évidemment, on voit qu'il y a une fascination. C'est juste qu'on se dit, mais comment cet homme de 70 ans n'a pas eu mieux à faire en étant président de la République que de se lancer dans une relation avec cette femme qui clairement avait une relation un peu compliquée, quoi, vis-à-vis de lui, qui est plutôt de l'ordre de la fascination. Et donc on se dit qu'il a tiré profit et qu'il a profité d'une situation inégalitaire. Mais dans le même temps, vous dites, c'est clair que le désir est compliqué, puisque, enfin, je cite une de vos phrases, rien n'est plus compliqué que de savoir ce que l'on désire et de savoir dire ce que l'on sait de son désir. C'est-à-dire, on peut désirer, cette jeune fille peut désirer des choses obscures, et ce vieil homme mourant peut lui aussi désirer des choses obscures. Il s'agit de savoir en fait comment on peut avoir un consentement dans ce cas-là. Oui, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est d'articuler le niveau individuel et le niveau social. Et qu'il y a un différentiel de pouvoir tel entre un homme âgé, président de la République... Un différentiel maximal quasiment. Voilà, donc on comprend. Pire. Il n'y a aucun doute sur le fait que ça puisse être extrêmement érotique. Ce qui est compliqué, c'est... Je ne suis pas là, je ne suis pas un censeur moral, je ne suis pas là pour dire c'est très mal ou c'est très bien, mais on voit là qu'on est vraiment dans une zone grise. Dans quelle mesure on peut dire que c'est un choix de la part de cette femme d'avoir un rapport sexuel avec lui? Parce que ce que dit la féministe radicale que j'aime beaucoup, Catherine McKinnon, c'est qu'elle dit « il ne peut y avoir de consentement que si on pouvait ne pas consentir ». Et là, la question, c'est est-ce qu'elle pouvait ne pas consentir ?
Mais alors, justement, parce que vous citez d'ailleurs ce livre, Fifty Shades of Grey, qui a été énormément vendu et qui apparemment a surtout été vendu auprès de femmes et qui présentait une situation de domination. Mais alors, une situation de domination un peu particulière, donc elle était contractualisée entre un homme qui était un entrepreneur extrêmement fortuné et une jeune femme. Donc il y avait un rapport de domination établi, mais ce rapport de domination était accepté par cette jeune fille qui, en échange, était sûre d'avoir son plaisir en retour. C'est-à-dire qu'il lui garantissait une forme de plaisir. N'est-ce pas aussi problématique que cette question donc de l'égalité des sexes, elle s'accompagne d'un certain nombre de phénomènes. Ça, c'est un phénomène où ce livre a été vendu. Donc on peut imaginer qu'il renvoie à un certain fantasme chez ces femmes qui ont acheté ce livre, Manon Garcia. Ah mais ça ne fait aucun doute que la soumission est érotique. Et moi, j'ai écrit ce premier livre sur la soumission féminine. Je pense qu'il faut comprendre que le patriarcat se loge fondamentalement dans notre libido, dans notre érotisme, il n'y a rien de plus sexy que les rapports de pouvoir. La question, c'est de réfléchir à comment on peut avoir, d'une part, est-ce qu'on peut érotiser l'égalité. Moi, je reprends cette formule de Gloria Steinem et c'est ça qui m'intéresse. C'est comment comment réfléchir à est-ce que l'égalité peut être sexy. Mais ensuite, ce qui est fascinant dans Fifty Shades of Grey, auquel je ne cesse de retourner, c'est que c'est en même temps, c'est pas exactement ça, parce qu'au fond, elle est prête à se soumettre sexuellement parce que elle veut le sauver. Il y a toute cette idée que lui, il aime le BDSM, mais parce que il a besoin d'amour et de rencontrer la femme, la vraie. C'est quand même un roman à l'eau de rose, Fifty Shades of Grey. Ce qui n'est pas rien et ce qui, à mon avis, pèse de manière importante dans sa décision à elle. Oui, mais au fond, l'idée, c'est quand même ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça a exactement la même structure qu'un roman harlequin. C'est un peu un peu plus imposant, mais c'en est un qui a eu un peu plus de succès, disons, mais c'est un roman harlequin. Fondamentalement, c'est une histoire d'amour, Fifty Shades of Grey. C'est ce pauvre garçon qui en plus avait été abusé, etc. Il va trouver l'amour et ça va lui permettre de renoncer à ses fantasmes et d'avoir une sexualité qu'on va appeler plus vanille. Mais moi, fondamentalement, ce que je pense intéressant dans le succès de Fifty Shades of Grey, c'est cette question de comment on fait pour ne pas érotiser toujours la domination, comment on échappe à cet érotisme de la domination, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que je pense aussi que pour les hommes, c'est quelque chose de compliqué, que ce qui soit sexy, ce soit d'être un dominant ultra puissant, etc., et que on ait quand même toujours cette idée d'une guerre des sexes, parce que tout ça, c'est quand même toujours sur cette idée que les hommes et les femmes ne veulent pas la même chose, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est toujours cette même vieille idée que reprend Zemmour, on est fondamentalement différents. Or, je pense quand même que on voit de plus en plus que ça n'est pas le cas. Et que ça rend toujours tout le monde malheureux de penser qu'on est fondamentalement différents. Manon Garcia, La conversation des sexes, philosophie du consentement aux éditions Climat. Et je dois dire que votre essai est l'un des 6 essais qui a été sélectionné pour le prix de l'essai. Et maintenant, France Culture Arte, lequel sera décerné le 29 novembre prochain. Merci Manon Garcia de nous avoir rendu visite.